Monsieur Gendry, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast sur le thème de la forêt des Landes. Alors selon votre compte LinkedIn, vous êtes ingénieur de formation et à présent vous êtes adjoint au directeur de l'agence Landes Nord-Aquitaine. Alors ma première question pour vous sera, quel est le rôle de l'agence Landes Nord-Aquitaine et en quoi consiste votre métier ? Oui, bonjour, vous avez bien présenté ma fonction. Tout d'abord, trois mots sur l'ONF. L'ONF est le gestionnaire des forêts publiques en France. Forêts publiques constituées à la fois de forêts domaniales appartenant à l'État et de forêts des collectivités, que ce soit des communes, des communautés de communes, des départements ou même des régions. Dans ces missions, donc l'ONF poursuit 3 objectifs principaux qui sont la production de bois, donc un objectif économique, un objectif environnemental avec la protection de la biodiversité et un objectif social avec l'accueil du public en forêt et sur le littoral. Notamment aquitain, qui est en grande partie géré par l'ONF, notamment les dunes et la protection des dunes. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. L'agence Landes Nord-Aquitaine comporte 4 départements, donc les Landes, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, avec des enjeux donc très variés, à la fois littoraux, donc protection de la dune et accueil du public, mais aussi très forestiers quand on est plus dans les terres. Et du coup, en quoi consiste votre métier ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors mon métier, donc, c'est d'assister le directeur de l'agence, essentiellement sur la partie ingénierie financière. Donc c'est bien trouver des plans de financement pour les projets que l'on présente, avec différents chefs de projet, et s'assurer que les projets avancent bien dans le temps et sont suivis correctement au niveau financier. Okay. Donc contrôle des dépenses et contrôle des recettes. Ok. Donc la deuxième question, il nous faut rappeler que la forêt des Landes est la plus grande de France, avec près de 700 000 hectares de massif, mais l'ONF n'en gère qu'une petite partie, environ 8%. Donc ça représente quand même 65 000 hectares. Pourriez-vous nous dire comment, de façon concrète, l'ONF et l'agence pour laquelle vous travaillez s'y prend pour gérer un territoire aussi vaste ? Alors l'ONF a un maillage territorial fort, c'est-à-dire des techniciens forestiers qui sont dans les forêts publiques, qui sont affectés chacun à une forêt publique, qu'elle soit domaniale ou communale. Donc cette présence nous permet de gérer ces 65 000 hectares de forêt publique sur l'agence. Vous l'avez sans doute entendu ici ou là dans la presse, il y a des tensions sur les effectifs de l'ONF. On a quand même eu l'opportunité, on va dire, suite aux incendies de forêt l'été 2022, de pouvoir conserver nos personnels et même créer quelques postes sur la défense des forêts contre les incendies des FCI. Justement, j'imagine que vous avez été aux premières loges des terribles incendies qui ont frappé la forêt l'année dernière. Donc selon le Centre national de la propriété forestière, ce furent parmi les plus dévastateurs de l'histoire de la forêt des Landes. Donc quelles ont été les décisions et les mesures prises au regard de cette situation, autres que l'embauche de nouvelles personnes ? Alors, c'est vrai que ça a été assez tragique, bien évidemment, et l'une des années les plus dures en termes de surface incendiée, dans les Landes au sens large. Je tiens quand même à signaler que depuis longtemps, le département ou les départements dans lesquels il y a le plus de départs de feu chaque année, c'était la Gironde et les Landes. Sauf que quand on intervient rapidement, on peut éteindre le feu, ce qui était le cas jusqu'à présent. Là, on a eu des circonstances exceptionnelles, à la fois en termes de sécheresse et de canicule, qui ont fait qu'une fois les feux démarrés, il était difficile de les arrêter. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de vent et que le feu créant son propre vent également, la situation a échappé aux pompiers et aux différents gestionnaires forestiers. Sur la suite de la question, quelles ont été les décisions prises au cœur des incendies ? Alors, vous l'avez dit, la forêt privée, c'est 92% de la forêt landaise et 8% pour la forêt publique. Donc les décisions sont prises en commun, bien évidemment, avec une entité qui s'appelle l'association régionale DFCI, toujours défense des forêts contre les incendies, qui pilote et valide les propositions, et c'est l'État qui arbitre sur les décisions. Donc parmi les décisions, ça va être une meilleure application des obligations légales de débroussaillement, qui n'étaient pas suffisamment appliquées dans la région jusqu'à présent, mais c'est assez général en France, pas en région PACA. C'est aussi la création ou l'amélioration de ce qu'on appelle les zones d'appui ou les pare-feux. Ce sont des zones qui permettent aux pompiers d'accéder facilement en forêt en cas de lutte contre le feu. Et puis, c'est sensibiliser le grand public de plus en plus sur ce risque incendie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une voiture entre en forêt, un vélo rentre en forêt, un piéton rentre en forêt, il y a un risque qui existe sur la forêt, ne serait-ce que par le jet d'un mégot de cigarette. C'est une cause facile à éviter,
d'incendie, mais qui existent toujours, bien malheureusement. Donc, quelles seraient les habitudes ou les mesures à prendre dans l'immédiat? Est-ce que ce serait interdire de fumer en forêt? Mais j'imagine que ça existe déjà. Ou alors obliger les habitants qui habitent dans les environs à débroussailler régulièrement? Quelles seraient les habitudes à implanter? Alors, déjà, l'interdiction de fumer en forêt, elle doit être appliquée. À partir du moment, en plus, où on est en printemps, un printemps sec, et tout l'été, il est interdit de fumer en forêt, ça me paraît essentiel. Il est interdit de faire un barbecue en forêt, il est interdit de se déplacer en van et de dormir en forêt la nuit, parce qu'on génère un risque fort. Donc ça, c'est la première chose, c'est on compte là sur la citoyenneté des personnes qui doivent se conforter à cette interdiction, ou en tout cas aux interdictions qui pourraient venir, mais ça, c'est du bon sens, tout simplement. Derrière, c'est les obligations légales de débroussaillement, donc on en a parlé. Si elles sont appliquées, on évite en tout cas, non pas forcément des départs de feu, mais on évite la propagation des feux tels qu'on a pu la vivre en 2022. Pour ces obligations légales de débroussaillement, la loi est claire, mais l'application ne l'est pas. Parce que les habitants ne sont pas conscients du risque qu'ils émettent vers les forêts et que c'est à eux, puisqu'ils sont émetteurs du risque, d'assurer le débroussaillement 50 mètres au-delà de leur propriété. Donc parfois en forêt privée ou en forêt publique. Et donc là, il y a une incompréhension et une difficulté à appliquer toutes ces OLD, obligations légales de débroussaillement. Mais l'État planche sur des solutions plus adaptables, faciles à mettre en œuvre. Et jusqu'à ce jour, c'est vrai que c'est à chacun des propriétaires concernés d'assurer ces obligations légales de débroussaillement. Il est nécessaire d'arriver à une approche plus collective pour s'en sortir avec efficacité sur ce risque incendie. Donc les dispositifs qui pourraient faciliter cette prise de conscience des habitants, ce serait plutôt de s'appuyer sur les maires, d'avoir des délégués spéciaux à la forêt sur les territoires. Qu'est-ce qui serait le plus adapté? Alors, le responsable sur son territoire, c'est le maire, c'est sûr. Donc c'est aider les maires à faire de la communication à propos de ces obligations. C'est ce qu'ils se sont tous lancés à faire suite aux incendies, mais pour certains également avant. Ça, c'est essentiel. Derrière, c'est bien identifier qui est concerné et quelles sont les priorités. Donc pour ça, l'ONF a développé une chaîne de traitement qui est par cadastre et en fonction des propriétés concernées, identifie les zones à débroussailler et un degré de priorité de ces zones. Cet outil, il a été testé dans la commune de la Teste de Buch et il fait l'affaire. Simplement pour l'instant, il n'est pas encore généralisé, mais c'est en réflexion. Si vous pouviez faire passer un message, un conseil ou une recommandation aux particuliers, aux propriétaires ou au pouvoir public au sujet de la forêt des Landes en particulier, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous leur diriez si vous pouviez leur donner qu'un seul conseil? Alors la recommandation aux particuliers, c'est faites vos débroussaillements, demandez à la mairie et à vos voisins pour faire des débroussaillements collectifs, puisque le coût du débroussaillement est quand même parfois conséquent. Mais organisez-vous pour le faire, pour éviter ce qu'on a vécu en 2022. Et puis à l'attention de l'État et des organismes législateurs, on va dire, c'est la réglementation actuelle, notamment sur les OLD, est suffisante à partir du moment où elle est bien appliquée. Et c'est là la difficulté. Donc aidez-nous à rendre l'application de ces OLD plus simple. Et la dernière question, du coup, selon vous, à quoi pourrait ressembler la forêt des Landes dans 30 ans? La forêt des Landes dans 30 ans, et même dans 10 ans, alors il se trouve qu'on est sur des forêts essentiellement de pins maritimes. Le pin maritime est une essence très adaptée au sol pauvre qu'on a sur les dunes et dans le massif landais. Il pousse bien, il fait du bois de qualité, donc il n'est pas question de remettre en cause le pin maritime. En revanche, il est question d'ajouter de la diversification, donc de plus en plus de feuillus, tels du chêne vert, du chêne liège, des bouleaux, autres feuillus qui seraient présents. Donc c'est avoir plus de mélange d'essences, forêt publique et forêt privée. Donc, la forêt publique est déjà engagée dans ce sens et la forêt privée également pour certaines parties. Donc c'est ces mélanges d'essences qui permettront une meilleure résilience, c'est-à-dire une meilleure capacité à se régénérer en cas d'incendie ou en cas de tempête. Ça, c'est prouvé. Une meilleure résilience aussi ou résistance aux attaques parasitaires, des scolites notamment, autres parasites. Voilà, il y a beaucoup d'intérêt
à implanter d'autres essences que le pin maritime dans les forêts. Et donc, à l'échelle de 10 ans, vous pensez que ce sera fait? Il y aura une diversification déjà présente? Oui, elle est déjà présente. Ah. Simplement, celle qui démarre maintenant, avec des jeunes plants ou des graines qui sont semées, dans 10 ans, on aura des feuillus de 3 mètres de haut. Il ne faut pas non plus espérer que ça arrive vite. Mais c'est qu'à terme, ces mélanges d'essences finissent par avoir des effets très positifs sur la résilience de la forêt. Et il faut également réfléchir à l'anticipation des changements climatiques. Donc il faut que ces essences soient adaptées aussi. Bon, il existe des différents outils, notamment Climessence, qui permettent de savoir si l'essence est adaptée ou non aux augmentations de température et aux changements climatiques. Donc ça, nous, on l'a bien en tête. La plupart des forestiers privés l'ont en tête également, mais c'est un point essentiel si on veut faire du mélange et quand même avoir des essences adaptées et qui ne vont pas péricliter à cause de la sécheresse ou des hautes températures à venir. Super, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.